On s'est mis alors à analyser les moyens qui faisaient passer le temps à Paris. On a parlé des habitudes de la société ancienne et moderne. L'empereur réputait avoir beaucoup médité sur les moyens de recréer la société. Il avait eu des cercles à la cour, des spectacles, des voyages à Fontainebleau. Cela gênait, disait-il, les gens de la cour et n'influait pas sur les cercles de la capitale. Il n'y avait point encore assez de cohésion dans toutes ces parties hétérogènes pour qu'elles puissent réagir convenablement les unes sur les autres. Cependant, cela fut venu avec le temps, assurait-il. On lui observait qu'il avait beaucoup contribué à raccourcir les soirées de la capitale. Tous ceux qui tenaient au gouvernement travaillaient beaucoup et devaient se lever de bon matin, étaient obligés de se coucher de fort bonne heure. Ce fut du reste un grand étonnement pour Paris, disait l'empereur, une véritable révolution dans les mœurs, presque une sédition dans les sociétés. Lorsque le premier consul quitta les bottes pour venir en société, qu'on s'y mit en bas, on soigna tant soit pour sa toilette. L'empereur revenait beaucoup sur ce qui formait le bon temps et les manières agréables des sociétés de notre jeunesse. Il s'est arrêté surtout à définir ce qui rendait les intimités agréables, des terres légères, des flatteries réciproques, ou du moins l'opposition fine et délicate. Je n'ai vu l'empereur qu'à 6 heures, il était demeuré dans sa chambre souffrant et n'avait encore rien mangé de la journée. Il se trouvait dérangé, disait-il. S'amusait à parcourir des gravures sur la vie de Londres que le docteur lui avait prêtées. Celui-ci avait eu l'honneur de le voir dans la journée et l'avait beaucoup fait rire. Apprenant que je n'étais pas bien, disait l'empereur, il avait prétendu se saisir de moi comme de sa proie en me conseillant aussitôt une médecine, à moi qui ne me rappelle point d'en avoir jamais pris dans ma vie. Il était déjà plus de 7 heures. L'empereur a dit que c'est lui qui se sentait faim, n'était pas bien malade. Il a demandé à manger, on lui a apporté un poulet qu'il a trouvé excellent. Cela l'a remis, il est devenu cousin et a passé en revue des vers romains français. La lecture de Gilles Blas avait rempli la plus grande partie de sa journée. Il était plein d'esprit, disait-il, mais il aurait mérité les galères. Lui et tous les siens. Dès là, il s'est mis à parcourir un recueil chronologique et s'est arrêté sur la belle affaire des Berg-op-Zoom par général Bisonnet. Que de belles actions, disait l'empereur. On était se perdre dans la confusion de nos désastres, ou même dans la multiplicité de celles que nous avons produites, celle des Berg-op-Zoom et du nombre. La garnison naturelle de cette place était de 8 à 10 000 hommes peut-être, et pourtant elle ne comptait en cet instant pas plus de 1700 combattants. Un général anglais, à la faveur de la nuit et d'intelligence avec les habitants, s'est introduit avec 4 800 hommes d'élite. Ils sont dans la place, la population est pour eux, mais rien ne serait triomphé de la valeur française. En se battant désespéré dans les rues et la presque totalité de la troupe anglaise est tuée ou demeure prisonnière. Certes, concluait l'empereur, voilà un acte de brave. Le général Bisonnet est un brave. Il est sûr que dans nos derniers moments, comme le disait l'empereur, une foule de hauts faits, de traits historiques, on était se perdre dans la confusion de nos désastres et le gouffre de nos malheurs. C'est le
extraordinaire et singulière défense d'unique peu l'intrépide Barbenheimer. C'est l'expédition brillante du brave Excelmans dans Versailles qui peut avoir des suites si importantes si elle était soutenue, ainsi que cela avait été décidé, et enfin un grand nombre d'autres. Toutefois, c'est voté dans ces moments décisifs, on honorait les rangs de l'armée beaucoup plus que ses principaux chefs. On eût aimé, dans cette crise fatale, au milieu de l'effroyable catastrophe, à retrouver dans nos premiers généraux de ces efforts l'audace de ces actes éclatants qui signaleront les commencements de nos triomphes et que la gestion de Napoléon avait rendu presque une habitude parmi nous. Quelqu'un était le résultat. L'illustre national y eut trouvé quelque soulagement et la patrie retirée avec complaisance sur des convulsions héroïques de son agonie. Nous ne devions pas finir par des actes ordinaires. À cette époque de douleur, nous nous trouvions avoir plus de troupes au dehors qu'au dedans. 13 de compter une véritable armée. Un second était dans Hamburg, un troisième dans Danzig, de nombreuses garnisons intermédiaires. On nous en composait une quatrième, tant elles renfermaient de nos soldats tous les efforts de l'ennemi. Ne tendions qu'à séparer ces braves de la France et à y prévenir leur retour. Que n'est-il venu au cœur et à la pensée de quelques chefs de dehors de profiter de ces circonstances pour dégager le sol sacré, en attaquant audacieusement lui-même celui de l'ennemi et le forçant par là de revenir sur lui. La réunion en masse de la plupart de ces corps eût-elle donc été impossible? L'agglomération de Dresde, Torgau, Magdeburg, Hamburg n'eût-elle pas produit une armée formidable sur les derrières de l'ennemi, capable de l'enfoncer ou de le compromettre? N'eût-elle pas pu enlever Berlin, dégager la garnison de Loder, sécurer Danzig et insurger la Pologne si bien disposée, ou bien, enfin, toute autre chose d'audacieux, brillant, inattendu, un mot digne de nous? Et que fallait-il donc pour changer nos destinées? Avant l'entrée des Alliés en France, les plus légers épisodes eussent suffi pour faire conclure raisonnablement à Francfort, et même encore plus tard à l'ennemi déjà sur notre territoire, la plus petite inquiétude sur ses derrières aux époques héroïques des Chambeaupert, de Montmirail, de Vauchamp, de Craon, de Montereau. N'eût-elle pas décidé la retraite précipitée des Alliés? Notre triomphe peut-être leur destruction. Que si le général qui osait se dévouer ainsi se convainc, ce n'eût pas été pire pour nous qui avons péri, mais pour lui avec nos mœurs nationales. Il devenait un héros et se rendait immortel. Au lieu de cela, près de 100 000 âmes feront perdues pour la France, en accomplissant rutinement leur destinée. Ce à quoi nous n'étions pas faits depuis longtemps, mais peut-être par les jeux ici trop légèrement et sans connaissance de cause peut-être. Mais reprendrait-on victorieusement par les localités des obstacles qui me sont inconnus, la santé des troupes, le dénouement de toutes choses, la non-réception des autres, car l'empereur essaya d'en donner à cet égard et dans ses sens la crainte de déranger le plan principal, celle d'éprouver une trop haute responsabilité. Mais ne serait-ce pas bien plus encore parce que le véritable feuillet de ces hautes conceptions et de leur héroïque accomplissement ne résidait qu'en Napoléon, et que là où il n'était plus, ainsi qu'on l'a pu remarquer souvent, les choses redevenaient
abandonnés à leur marche ordinaire. Quoi qu'il en soit, quelque chose de la sorte fut pourtant suggéré au moment de la capitulation de Danzig au général en chef commandant l'armée de cette place. L'idée vint d'un officier bien inférieur, il est vrai, mais dont la témérité, l'audace et le succès lui devenant peut-être quelque titre peut émettre une telle opinion. C'était le capitaine de Chambord, le chef de cette célèbre compagnie franche, qui se couvrit de gloire durant le siège. Elle avait été composée pour le service même du siège de 100 hommes d'élite, tirés des plus notoirement intrépides de tous les corps de l'armée. Elle justifia, surpassa même tout ce qu'on en attendait. Les Assigiens, terrifiés par ces coups, l'honoreront de l'épithète d'infernal. On la vit débarquer la nuit sous les derrières de l'armée russe, égorger ses sentinelles. On clouait les canons, brûler les magasins, détruire les barques, mettre en péril la personne des généraux même et regagner la place en traversant le camp ennemi, marchant sous le ventre de tous ceux qui opposaient à son passage. Ces faits et beaucoup d'autres sont consacrés dans les ordres du jeu de cette armée. Et sûrement dans le temps ordinaire qui nous ont dévancés, il n'est pas un de ces actes qui nous suffit pour immortaliser chacun de ceux qui y avions pris part. Et même parmi les prodiges de nos jours, ils méritaient encore d'être distingués. Napoléon, à son retour de l'île d'Elba, voulut voir les braves Chambord, qui avaient été criblés de blessures. Il lui fut mené par le ministre de la Guerre et se trouva dès lors désigné pour commander un corps de partisans sur les frontières orientales de la France. Il se montra digne de lui-même. 12 officiers anglais tomberont entre ses mains au cœur même de la France. Et au moment de la violente exaspération qui causait nos nouveaux rêveurs des Chambord, les sauva de la fureur des siens. Leur équipage, leur effet feront même respecter. Ne croira-t-on un peu de temps de là cet officier dont le courage et la loyauté, la délicatesse surtout, nous ont mérité une couronne, fut condamné par un tribunal français aux galères à perpétuité, à la marque et au cœur. Pour avoir détruit ces dit sous le grand chemin des officiers ennemis. Telle était la justice des partis. Quelle monstrueuse aberration ne pouvant pas exercer les troubles civils sur le jugement et la conscience. Le colonel Chambord n'eut plus qu'à se dérober par une prompte expatriation. Vainement chercha-t-il à faire connaître de loin la vérité. Vainement les 2 officiers anglais eux-mêmes donneront-ils la plus grande publicité à leur témoignage, à leur reconnaissance. Ce ne fut qu'après bien de temps écoulé et dans un moment des menaces politiques qui lui devint possible d'en appeler les nouveaux devant les tribunaux et venant leur livrer sa personne, et ils déclareront cette fois qu'il n'y avait pas même lieu à une culpation. Certes, voilà un des traits de caractéristiques du temps.